Ici, on parle de meubles, mais surtout on parle de ce qu'ils racontent de nous. Parce qu'un objet, ce n'est jamais juste un objet. C'est un témoin discret. Il est là dans nos matins pressés, dans nos fins de journée fatiguées, dans nos déménagements, dans nos changements de vie. Et pourtant, quand on achète un meuble, on regarde presque toujours la même chose. Le prix. 49 €, 89 €, 299 €. Un chiffre, une étiquette, une décision rapide. Mais aujourd'hui, dans Seconde Vie, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, qu'on ralentisse, qu'on regarde autrement. Parce qu'un meuble ne coûte jamais uniquement ce qui est écrit dessus. Il a le prix que l'on paye à la caisse, et il y a tout ce que le prix ne dit pas. Ce meuble, avant d'arriver chez vous, a déjà eu une histoire. Il a fallu des matières premières, du bois coupé, de l'énergie dépensée, des kilomètres parcourus. Il a fallu des mains pour le fabriquer, des heures de travail, des choix industriels, des compromis invisibles, et puis il va falloir vivre avec lui. Le déplacer, le nettoyer, le réparer ou le remplacer. Alors la vraie question n'est pas combien coûte ce meuble. La vraie question c'est qu'est-ce que ce meuble me coûte vraiment. Dans cet épisode de Seconde Vie, on va parler de ce que le prix ne montre jamais. Le coût environnemental, le coût humain, le coût émotionnel et le coût sur le long terme. Pas pour juger, pas pour culpabiliser, mais pour comprendre et peut-être pour changer doucement notre regard. Bienvenue dans Seconde Vie. Quand on parle du coût environnemental d'un meuble, on pense souvent à une idée vague, quelque chose de lointain, d'abstrait. On se dit « oui bon, c'est du bois, oui bon, c'est fabriqué quelque part ». Mais en réalité, le coût environnemental d'un meuble commence bien avant le moment où on le voit en magasin. Il commence à l'endroit où la matière est prélevée. Avant d'être un meuble, le bois est un arbre. Un arbre qui a mis des années, parfois des décennies à pousser. Couper un arbre n'est pas forcément un problème en soi. Le problème, c'est le rythme. Quand la demande est constante, rapide, massive, la nature n'a plus le temps de suivre. On ne parle plus de gestion, on parle d'extraction. Et ce bois, une fois coupé, n'est pas toujours utilisé dans son intégralité. Beaucoup de pertes, beaucoup de déchets, beaucoup de matières sacrifiées pour aller vite. Et quand ce n'est pas du bois massif, c'est souvent du bois recomposé, aggloméré, MDF, collé, compressé. Des matériaux qui demandent encore plus d'énergie, encore plus de transformation, encore plus de chimie. Tout ça avant même que le meuble existe. Ensuite, il y a l'usine, des machines, des presses, des fours, des chaînes de production. Pour produire vite, ils font consommer beaucoup. Beaucoup d'électricité, beaucoup d'eau, beaucoup de ressources. Chaque couche de peinture, chaque revêtement, chaque finition brillante a un impact. Et plus le meuble est pensé pour être tendance, plus il est souvent pensé pour être éphémère. Pas pour durer 20 ans, mais pour tenir jusqu'à la prochaine collection. Plus le meuble voyage, souvent beaucoup plus que nous, il traverse des pays, des continents, des océans. Par bateau, par camion, parfois par avion. Chaque kilomètre a un coût, en carburant, en émissions, en pollution. Mais ce coût-là n'apparaît nulle part sur l'étiquette. Quand on voit un meuble pas cher, on ne voit pas les milliers de kilomètres qui le séparent de son lieu de fabrication. On ne voit pas non plus les alternatives locales qui ont disparu, parce qu'elles ne pouvaient pas suivre ce rythme. Et puis, il y a la fin. Parce qu'un meuble pensé pour coûter peu est souvent un meuble pensé pour durer peu. Difficile à démonter, impossible à réparer, incompatible avec une seconde vie. Alors quand il casse, quand il gonfle, quand il se déforme, il ne retourne pas dans un cycle. Il devient un déchet. Un déchet volumineux, compliqué à recycler, souvent brûlé ou enfoui. Et là encore, le prix ne dit rien. Il ne dit rien du coût de traitement, il ne dit rien de l'impact à long terme, il ne dit rien de ce que ça laisse derrière. Le problème n'est pas le meuble en lui-même. Le problème, c'est la logique dans laquelle il est conçu. Une logique de remplacement, pas de transmission, pas de réparation, pas de durée. À l'inverse, un meuble pensé pour durer change complètement l'équation. Même s'il a déjà vécu, même s'il n'est pas parfait, même s'il a des traces, un meuble qu'on restaure, qu'on transforme, qu'on adapte, évite une nouvelle extraction, une nouvelle production, un nouveau transport, un nouveau déchet. Parfois, le geste le plus écologique n'est pas d'acheter mieux, c'est simplement de ne pas racheter. Quand on parle d'impact environnemental, on reste souvent dans quelque chose de très théorique. Alors j'aimerais qu'on fasse autrement. J'aimerais qu'on parle de meubles très concrets, des meubles que vous avez peut-être chez vous. Prenons une commode blanche, 3 ou 4 tiroirs, un design simple, un prix abordable. À première vue, rien d'alarmant, mais regardons-la autrement. Cette commode est souvent fabriquée en panneaux reconstitués, de la surcompressée, des colles, des résines. Pour fabriquer ces panneaux, il faut broyer du bois, le sécher, le presser à haute température, y ajouter des composants chimiques. Ensuite, on ajoute une couche de revêtement, un décor, une finition lisse. Cette finition est fragile. Elle n'aime ni l'eau,
ni les chocs, ni le temps. Au bout de quelques années, un tiroir coince, le fond gondole, la surface s'abîme. Et là, la commode devient très difficile à réparer. Pas parce qu'on ne sait pas faire, mais parce qu'elle n'a pas été pensée pour ça. Résultat, elle est remplacée. Et toute l'énergie dépensée pour la fabriquer n'a servi que quelques années. Prenons maintenant une table que l'on utilise tous les jours pour manger, travailler, recevoir. Une table bon marché et souvent légère, facile à transporter, facile à monter, mais cette légèreté a un prix. Des plateaux creux, des structures fragiles, des assemblages collés. La table vit, elle travaille, elle subit l'humidité, les chocs, la chaleur. Au bout d'un moment, elle se déforme, elle bouge, elle devient instable. Et là encore, on ne la répare pas, on la remplace. À l'inverse, une table plus ancienne ou une table restaurée peut être poncée, reprise, renforcée. Elle peut évoluer avec la vie, pas être rejetée à la première trace. Le canapé est peut-être l'exemple le plus parlant. C'est un meuble central, un meuble de confort, un meuble qu'on utilise tous les jours. Beaucoup de canapés sont aujourd'hui fabriqués avec des mousses synthétiques, des structures légères, des matériaux composites. Résultat, ils s'affaissent, ils se creusent, ils perdent leur tenue. Au bout de quelques années, ils deviennent inconfortables. Et quand un canapé est inconfortable, on ne réfléchit pas longtemps. On le remplace. Mais remplacer un canapé, c'est remplacer un meuble volumineux, un meuble lourd, un meuble difficile à recycler. Et pourtant, un canapé bien conçu peut être garni, retapissé, réutilisé. Mais ça demande qu'il ait été pensé pour avoir une seconde vie. Ces exemples ont tous un point en commun. Ce n'est pas le meuble qui est mauvais, c'est la logique dans laquelle elle a été fabriquée. Une logique où la réparation n'est pas prévue, la transformation n'est pas envisagée, la durée n'est pas une priorité. À l'inverse, un meuble conçu pour durer ou un meuble restauré évite une nouvelle coupe de bois, une nouvelle fabrication, un nouveau transport, un nouveau déchet. Parfois, le geste le plus écologique n'est pas de chercher le meuble parfait, c'est de regarder celui qui existe déjà et de se demander « qu'est-ce que je peux faire avec lui ?» Un meuble écologique n'est pas toujours un meuble neuf. C'est souvent un meuble qui a déjà vécu et qu'on a choisi de ne pas remplacer. Mais derrière chaque meuble, il n'y a pas que des matières. Il y a aussi des mains, des personnes qui coupent, qui assemblent, qui portent, qui répètent les mêmes gestes des centaines de fois par jour. Et quand un meuble coûte très peu, ce n'est jamais un hasard. Parce que le coût environnemental n'est jamais le seul à être compressé. Juste après la matière, juste après la planète, il y a souvent autre chose qu'on oublie de regarder. Le coût humain. Quand on parle de meubles, on parle souvent de matière, de bois, de métal, de tissu, mais on oublie presque toujours l'essentiel. Derrière chaque meuble, il y a des humains. Pas des chiffres, pas des lignes de production abstraites, des personnes réelles, avec des mains, avec des corps, avec des journées qui se répètent. Un meuble ne se fabrique pas tout seul. Quelqu'un a découpé les panneaux, quelqu'un a assemblé les pièces, quelqu'un a poncé, vissé et collé, quelqu'un a emballé, porté, déplacé. Même dans les usines les plus automatisées, le geste humain est partout. Mais plus on cherche à produire vite, moins on laisse de place aux soins. Les gestes deviennent mécaniques, répétitifs, fragmentés. On ne fabrique plus un meuble, on fabrique une partie d'un meuble. Encore, et encore, et encore. Le temps est un indicateur clé. Un meuble qui coûte peu doit être fabriqué vite, très vite. Parce que chaque minute a un coût, chaque pause aussi, chaque ralentissement. Alors on accélère, on réduit les marges, on standardise, on élimine ce qui prend du temps. Le temps de bien faire, le temps de vérifier, le temps de transmettre un savoir-faire. Et quand le temps est compressé, ce sont toujours les humains qui encaissent la pression. Beaucoup de meubles sont aujourd'hui fabriqués loin. Pas par hasard, mais parce que la main-d'œuvre y est moins chère. Parce que les normes y sont plus souples. Parce que la distance rend les conditions invisibles. On ne voit pas les ateliers, on ne voit pas les horaires, on ne voit pas les cadences. On voit juste le résultat final et le prix. La distance géographique crée une distance émotionnelle. Plus c'est loin, moins on se pose de questions. Quand un meuble est produit à la chaîne, le lien avec l'objet disparaît. Celui ou celle qui le fabrique ne le voit jamais fini, ne le voit jamais utilisé, ne saura jamais où il vivra. Le meuble n'est plus un objet porteur de sens. C'est un flux, un volume, une référence. Et pendant ce temps-là, les savoir-faire disparaissent. Les gestes transmis, les techniques de réparation, les assemblages durables, ce n'est pas seulement un coût humain individuel, c'est une perte collective. Prenons une chaise. Une chaise bon marché. Elle est souvent collée, agrafée et pensée pour être montée vite. Celui qui l'assemble ne décide de rien, il exécute. À l'inverse, une chaise conçue pour durer demande plus de temps, plus de précision, plus d'attention. Et ce temps-là, quelqu'un doit le payer. Un prix très bas envoie un message.
Il dit « le temps humain ne vaut pas cher. Le geste est remplaçable, la personne aussi ». Et ce n'est pas toujours intentionnel, mais c'est le résultat. Et plus on s'habitue à ces prix-là, plus ils deviennent la norme. Acheter un meuble, ce n'est jamais un acte neutre. C'est soutenir une façon de produire, une façon de travailler, une façon de considérer les humains. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout acheter artisanalement, ni que tout le monde en a les moyens. Mais comprendre le coût humain, c'est déjà reprendre une part de responsabilité. Quand un meuble coûte très peu, ce n'est jamais le travail humain qui est valorisé. Après la planète, après les humains qui fabriquent, il reste encore quelque chose que le prix ne dit jamais. Quelque chose de plus intime, de plus silencieux. Ce que les meubles font à notre rapport aux objets, à notre intérieur, à nos émotions. Le coût émotionnel. Il y a des coûts dont on ne parle presque jamais. Parce qu'il n'est pas mesurable. Il n'y a pas de chiffres, pas de facture, pas d'étiquette. Et pourtant, c'est parfois celui qu'on ressent le plus. Le coût émotionnel. Ce que nos meubles font à notre rapport au chez nous. Ce qu'ils font à notre manière d'habiter. Ce qu'ils font à notre capacité de nous attacher. Ou au contraire, de nous détacher de tout. On croit souvent que les meubles servent à meubler, à remplir, à être pratiques. Mais en réalité, les meubles construisent une atmosphère. Ils créent des repères. Une table, c'est l'endroit où on mange. C'est aussi l'endroit où on parle, où on se retrouve, où on dépose le courrier, où un enfant dessine, où on pose un café en vitesse. Une commode, ce n'est pas seulement des tiroirs. C'est un endroit où vivent des choses, des vêtements, oui, mais aussi des habitudes, des gestes du quotidien. Un canapé, ce n'est pas juste un canapé. C'est l'endroit où on s'effondre, où on se repose, où on regarde un film, où on se console, où on se sert. Un meuble, c'est un morceau de vie. Et quand les meubles deviennent interchangeables, c'est une part de notre vie qui devient plus interchangeable aussi. Dans la logique du low cost, on achète souvent des meubles neutres. Ils sont jolis, ils vont partout, ils sont tendance, ils sont propres. Mais souvent, ils ne racontent rien. Ils ne portent pas de traces, pas de patine, pas de singularité. Ils n'ont pas d'histoire et surtout, ils ne nous donnent pas envie d'en créer une. Parce que tout est déjà prévu. On achète, on pose, on utilise, puis on remplace. Et sans s'en rendre compte, on habite un intérieur dans lequel on ne s'ancre pas vraiment. Un intérieur qui ressemble à beaucoup d'autres. Un intérieur correct, mais parfois un intérieur qui ne nourrit pas. Quand un meuble est facile à remplacer, notre cerveau apprend une chose. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si ça casse. Ce n'est pas grave si ça s'abîme. Ce n'est pas grave si on s'en lasse. On n'investit pas émotionnellement. On ne s'attache pas et ce réflexe petit à petit déborde. On finit par avoir un rapport aux objets où tout devient provisoire. On ne restaure plus, on ne transforme plus, on ne soigne plus, on remplace. Et ce remplacement constant, ce n'est pas neutre émotionnellement. Ça crée une fatigue, une lassitude, une impression que rien ne dure. Parce qu'il y a aussi ça. Changer un meuble, ce n'est pas juste acheter un meuble. C'est choisir, comparer, mesurer, transporter, monter, ranger, réorganiser. C'est gérer les cartons, les outils, les vis, les notices. C'est porter, c'est déplacer. C'est parfois s'énerver, se décourager, se dire « pourquoi j'ai encore fait ça ?» Et ensuite, il faut gérer l'ancien. Le donner, le descendre, le déposer, le jeter. Ce cycle, quand il se répète, crée une forme d'usure. Le coût émotionnel, c'est aussi ça. L'énergie intérieure absorbée par le renouvellement permanent. Imaginez 2 commodes. La première, vous l'avez achetée vite, parce qu'il fallait une commode. Pas trop chère, pas trop de réflexion, elle fait le job, mais vous n'y pensez jamais. Et puis un jour, un tiroir se coince. Le fond se décolle, la surface gonfle. Vous vous dites, bon, on va en racheter une. Pas de tristesse, pas de regret, c'est logique. La deuxième commode, vous l'avez trouvée en brocante. Ou c'est un meuble de famille. Ou c'est un meuble que vous avez choisi parce que vous avez senti quelque chose. Elle a une trace sur le côté, un petit défaut, un détail, mais vous la connaissez. Et quand elle s'abîme, vous ne pensez pas tout de suite à la remplacer. Vous pensez à « qu'est-ce que je peux faire ?» Parce qu'il y a un lien, et ce lien change tout. Le canapé, c'est aussi souvent le cœur émotionnel d'une maison. C'est là où on se retrouve, où on s'écroule, où on vit des moments simples. Mais aujourd'hui, beaucoup de canapés sont devenus des consommables. Au bout de 3 ans, ils s'affaissent. Au bout de 4 ans, ils grincent. Au bout de 5 ans, il fait fatiguer. Et on finit par se dire « il ne me plaît plus » ou « il est mort ». Alors qu'en réalité, souvent, il a juste été pensé pour ça. Et le coût émotionnel là, c'est celui d'un objet central, qui n'a pas eu la possibilité de devenir un repère. Il a été remplacé avant d'avoir une chance d'être aimé. Un meuble auquel on tient nous apprend une chose essentielle. La durabilité n'est pas seulement matérielle, elle est aussi affective. Quand on tient à un objet, on en prend soin, on le protège, on le répare, on s'inscrit dans une histoire. Et cette histoire, ça peut sembler juste du mobilier, mais ça stabilise quelque chose en nous.
Habiter, ce n'est pas juste être dedans. Habiter, c'est s'ancrer. Et le meuble participe à cet ancrage. C'est exactement là que seconde vie prend tout son sens. Donner une seconde vie à un meuble, ce n'est pas seulement être écolo. C'est créer une relation différente avec ce que l'on possède. C'est passer de je consomme des meubles à je vis avec des meubles. Ce sont deux mondes différents. Et dans le deuxième monde, les objets ne sont plus des décors. Ce sont des compagnons silencieux. Un meuble qu'on garde devient un repère. Un meuble qu'on remplace tout le temps finit par rendre notre intérieur interchangeable. Et puis il reste la dernière couche. Le coût dont on parle souvent, mais qu'on calcule rarement correctement. Le coût sur le long terme. Parce qu'au final, ce qui semble économique aujourd'hui peut devenir très cher demain. Et pas seulement en euros, en temps, en énergie et en charge mentale. Alors maintenant, on va remettre les chiffres à leur place et regarder ce que coûte vraiment un meuble sur 10 ans. Quand on parle d'argent, on a souvent l'impression d'être rationnel. On compare des prix, on regarde des étiquettes, on se dit « celui-là est moins cher ». Mais en réalité, on regarde presque toujours le court terme. Ce qu'on paye aujourd'hui, pas ce que ça va nous coûter demain. Alors maintenant, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre le temps et on va compter. Imaginons une commode à 150 €. Elle est jolie, elle est fonctionnelle, elle fait le job, elle dure 5 ans. Au bout de 5 ans, un tiroir casse, ou le fond gondole, ou la surface s'abîme. On ne la répare pas, parce que ça ne vaut pas le coup. Alors on en rachète une, encore 150 €. Sur 10 ans, cette commode a coûté 300 €. Sans compter le temps passé à chercher la nouvelle, le transport, le montage, la gestion de l'ancienne. Et sans compter non plus le coût environnemental, le coût émotionnel dont on vient de parler. Maintenant, prenons une commode ancienne ou une commode restaurée. Elle coûte 450 €. Sur le moment, le chiffre paraît élevé, mais cette commode dure 10 ans, 15 ans parfois plus. Elle peut être réparée, poncée, repeinte, adaptée. Sur 10 ans, son coût est de 450 €. Mais elle n'a été achetée qu'une fois. Et surtout, elle n'a pas demandé plusieurs recherches, plusieurs montages, plusieurs remplacements. Prenons sinon maintenant une table. Une table à 200 €. Elle est légère, facile à monter, facile à déplacer. Elle dure 6 ans. Sur 12 ans, il faudra en racheter une. 400 €. A l'inverse, une table restaurée à 600 € peut durer 20 ans, voire plus. Elle peut être poncée, reprise, renforcée. Et sur 12 ans, elle n'a pas été remplacée. Le canapé est aussi l'exemple le plus frappant. Un canapé à 700 €. Il est confortable au début, puis il s'affaisse. Au bout de 7 ans, il est fatigué. On le remplace. Sur 14 ans, 1400 €. Un canapé de meilleure qualité, ou retapissé, peut coûter 1200 €. Il dure en moyenne 15 ans, parfois plus. Et il peut évoluer avec la vie. Les chiffres bruts ne disent pas tout. Ils ne disent pas la charge mentale, la fatigue du renouvellement, l'énergie dépensée, l'attachement créé. Ils ne disent pas non plus le sentiment de stabilité que procure un meuble durable. Le bon calcul n'est pas combien ça coûte, mais combien de fois vais-je devoir le remplacer ? Et qu'est-ce que ça va me demander à chaque fois ? Le meuble le moins cher est rarement celui qui coûte le moins. Un meuble durable coûte parfois plus cher à l'achat, mais il coûte moins cher à vivre. Alors quand on remet tout à plat, la planète, les humains, nos émotions et le temps, le prix d'un meuble cesse d'être un simple chiffre. Il devient une décision. Et maintenant, il est temps de conclure. Si on prend un peu de recul, on se rend compte d'une chose simple. Un meuble ne coûte jamais uniquement ce qui est écrit sur l'étiquette. Il coûte de la matière, il coûte du temps, il coûte du travail humain, il coûte de l'énergie et parfois il coûte aussi un petit peu de nous. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une injonction. C'est une invitation à regarder autrement, à se poser une question simple. Avant d'acheter, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce meuble neuf ? Et parfois la réponse est oui. Et parfois, la réponse est différente. Peut-être que le meuble existe déjà, dans un grenier, chez un proche, dans une brocante, dans un coin de votre maison. Peut-être qu'il n'est pas parfait, peut-être qu'il est abîmé, peut-être qu'il demande un petit peu de travail, mais peut-être aussi qu'il a encore beaucoup à offrir. Donner une seconde vie à un meuble, ce n'est pas revenir en arrière. Ce n'est pas renoncer au confort, ni au style, ni à la modernité. C'est simplement choisir de ne pas effacer ce qui existe déjà. C'est transformer, adapter, faire évoluer. C'est accepter que les objets aient le droit de vieillir, de porter des traces et de continuer malgré tout. Et dans un monde où tout est fait pour être remplacé rapidement, choisir la durée devient presque un acte de résistance douce. Chez Vikia, c'est exactement cette approche que nous défendons. On n'impose pas un style, on n'impose pas un achat. On accompagne des meubles existants pour leur permettre de s'inscrire dans la durée. Que ce soit à travers la restauration, la transformation ou la projection de ce qu'un meuble peut devenir.
L'idée est toujours la même, faire mieux avec ce qui est déjà là. Parce qu'un meuble n'a pas besoin d'être neuf pour être beau, il a besoin d'être compris. Dans Seconde Vie, on parle de meubles, mais surtout on parle de notre rapport aux objets, au temps, à la consommation, à ce que l'on choisit de garder. Si cet épisode vous a aidé à regarder vos meubles autrement, alors il a rempli son rôle. Prenez soin de ce qui vous entoure. Parfois ça commence par un meuble. À très bientôt dans Seconde Vie.